Professionnellement, je suis un scénariste de bande dessinée. Personnellement, ça reste dans mon champ privé. Ceci dit, pour être un peu plus pertinent, dans mes histoires, il y a une partie de ma vie privée. Maintenant, il faut des chiffres, il faut décoder. Faire la quête, c'est la bonne formule, ironique, pour dire que finalement c'est un succès qui nous a échappé aussi. Mais lorsqu'on a fait la quête de l'Oiseau du Temps avec Régis, Loisel, on avait une ambition très juvénile, très fraîche. Et ce qui est très étonnant, c'est que la quête de l'Oiseau du Temps reste marquée dans la mémoire de beaucoup de lecteurs. Parfois on fait une bande dessinée, une histoire qui fait plaisir, on a un bon retour ou un mauvais, ça peut arriver aussi. Mais la quête, on nous en parle 20 ans encore après, 30 ans peut-être, je ne sais pas. C'est très étrange. Donc effectivement, faire la quête, c'est aussi faire tout un chemin vers un succès auquel on ne s'attendait pas. C'est une alchimie qui est due à la rencontre de Régis et de Serge Le Tendre. S'il n'y avait pas eu Régis, ça n'aurait pas marché comme ça. Non seulement parce qu'il apporte son univers graphique, mais parce qu'il apporte ses idées. Moi je rebondis, il y a des dizaines de pages de scénarios qui ont été déchirés, brûlés. Il y a eu des tubes de Doliprane qui ont été avalés. Et il y a eu des nuits blanches. À l'époque, on n'avait pas le traitement de texte. Donc le Tipex, le papier carbone, j'en ai aligné quelques-unes. Et puis, c'est cette alchimie, la collaboration qui a donné la vie à la quête de l'Oiseau du Temps. Sinon, sans Régis, il n'y aurait pas eu cet impact, cette image. Et puis peut-être que sans lui, sans l'histoire de la quête, il aurait eu sa carrière, mais pas sur les mêmes bases. Ça leur fera plaisir. C'est pas mon choix. Je ne cherche pas un grand dessinateur. Mais il se trouve que on a commencé avec Régis et moi ensemble, on connaît la carrière de Régis. J'ai ensuite travaillé avec Alain Daudier à ses débuts. Enfin, il avait déjà travaillé avec Pierre Macchio. On a fait les deux premiers Jérôme Bloch, on connaît sa carrière. J'ai commencé à travailler avec Christian Rossi, alors qu'il n'était pas encore très connu, il avait fait le Chariote Esprit. On a fait Les Errances de Julius Antoine, ça a été un marchepied. Mais peut-être aussi, puis avec d'autres dessinateurs, mais peut-être aussi que lorsque je travaille avec un dessinateur, je ne me contente pas de livrer le scénario. Je demande au dessinateur de s'investir dans le dessin, on travaille ensemble la mise en scène, la mise en page, et du coup ça crée une impulsion, une énergie, et qui à ce moment-là demande au dessinateur d'aller un peu plus loin de ses habitudes. Et puis s'il a le talent, ça devient un grand dessinateur. On voit le talent de Rossi, le talent de Loisel, le talent de Taduc. Il faut des années parfois pour que ça aboutisse. Donc je ne choisis pas en disant, d'ailleurs j'aurais du mal maintenant à aller voir un dessinateur talentueux parce qu'il a déjà tout son univers qui est figé, enfin, qui est déterminé. Moi j'aime bien arriver avec un dessinateur qui a un potentiel. Là je travaille avec Frédéric Pennet, on se régale, on s'amuse, et puis je vois l'évolution de son travail, de son style. C'est un énorme plaisir. Quand on travaille ensemble, c'est là où je dirais la solitude est cassée, brisée, parce que lorsqu'on travaille tout seul, on n'a pas de retour. Et c'est le dessinateur, le premier lecteur, qui donne vie à l'histoire. Et s'il ne donne pas la vie, l'histoire est foutue. Donc il faut qu'il y ait un frisson qui soit partagé. Non. On aime bien, je ne vais pas cracher dans la soupe. S'il y a du succès, tant mieux. Mais lorsqu'une histoire vous tient, c'est l'histoire qui compte. Quand j'ai travaillé sur La Gloire des Rats, Tirésias ou d'autres histoires, avec Rossi notamment, évidemment on cherche à capter le lecteur, mais ce n'est pas la préoccupation principale. La préoccupation principale, c'est raconter une histoire originale, y croire, et surtout la raconter de telle sorte que le lecteur en général, mais pas les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, on n'en sait rien, mais que le lecteur, le voisin, la fiancée, les enfants disent «
on n'a pas pu lâcher le bouquin. Si on arrive à ça, après, les gens vont dire, on n'a pas pu lâcher le bouquin, on ne se souvient pas de l'histoire. On n'a pas pu lâcher le bouquin et c'était super. Alors là, on a gagné quelque chose. Mais faire du scénario bodygraphé, c'est-à-dire sur mesure, moi je suis incapable de faire ça. Parce qu'il y a un moment, ça m'échappe. Je suis maintenant un peu professionnel quand même, j'ai quelques années de bouteille, j'ai mes astuces, mais j'aime bien quand c'est compliqué, parce qu'il faut aller chercher, il faut contourner la difficulté, trouver comment raconter, et c'est jamais gagné d'avance. Donc le lecteur, lui, il ne voit pas ça. Ce qui compte, c'est être sincère avec son travail, et si les lecteurs nous suivent, c'est gagné. S'ils ne suivent pas, peut-être qu'on s'est trompé. Impossible de répondre à cette question parce que mes lecteurs, je les connais, je ne sais pas ce que ça veut dire, certains lecteurs, par rapport à certaines de mes... j'ai des lecteurs qui me disent, comme c'est du Le Tendre, on y va. Très bien, mais par exemple là j'ai dédicacé tout à l'heure, parce que c'est du Le Tendre. Personne ne m'a dit, c'est parce que c'est le scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps. Il y a un grand changement, à une époque c'était ça. Là, effectivement, il peut y avoir une déception parce que les lecteurs de La Quête de l'Oiseau du Temps n'allaient pas acheter ou lire une de mes d'autres histoires. Maintenant, j'ai plus ce problème-là. J'ai montré que je faisais autre chose. Mais aussi, c'est très varié. J'ai travaillé avec Guillaume Sorel, qui a un autre registre graphique, et peut-être que les gens qui vont acheter l'album à Guillaume Sorel, ils iront parce que c'est le dessin de Sorel. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir des lecteurs à flatter. Je fais ce que j'ai à faire, puis ceux qui m'aiment me suivent ou pas. C'est une question à laquelle que je me pose continuellement. C'est assez accidentel. Je parlais tout à l'heure de la collaboration avec Guillaume Sorel. Là, je fais une autre histoire. C'est des rencontres, pas forcément avec un dessinateur, mais des rencontres d'idées, des questions. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ceci existe? Par exemple, Abel et Caïn, pourquoi a-t-il sacrifié Caïn, puisqu'il a refusé l'offrande que lui faisait Caïn, et du coup Abel a tué son frère. Pourquoi, s'il est tout puissant? À partir de cette question, je bâtis une histoire. Que se passerait-il si, dans une telle situation, tel personnage se retrouvait confronté à telle autre situation? À partir de ce moment-là, je me pose la question et je construis une histoire. Ce sont des questionnements la plupart du temps. C'est pas des impulsions données par quelqu'un d'autre. Ce sont des catapultages. Une fois, c'était des lectures, des faits divers. Par exemple, j'ai une idée d'histoire depuis une dizaine d'années que je n'ai jamais faite. Et je me dis que ce serait intéressant de travailler. J'avais lu un entrefilet, un gars était réputé mort, il s'est retrouvé enterré, finalement il a frappé à la porte du cercueil, on l'a sorti, et depuis il erre comme une âme errante, enfin il erre comme une âme perdue, parce que personne ne veut accepter qu'il soit réellement vivant. Et je me dis c'est génial, parce qu'il y a un inconnu à développer, il y a un territoire à explorer. Et sinon, s'il n'y a pas de cette conviction-là, cette aventure à vivre, je ne peux pas rentrer dans l'histoire. Et puis, l'histoire doit me permettre aussi de parler de moi, par des détours camouflés. Je ne vais pas faire le livre de ma vie, je ne vais pas faire une autobiographie, une confession, mais il y a toujours une part d'intime dans mes histoires. Et j'ai remarqué une chose, c'est que dans la plupart de mes histoires, je reste plutôt un auteur dramatique. J'ai adoré à une certaine époque Le Roi Lear de Shakespeare, Cyrano de Rostand, parce que les fins sont magnifiques, parce qu'elles mettent en place un aspect humain qui est profondément sensible, qui me touche. Et moi, ce que j'essaye de faire, par exemple dans la fin de La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est que la folie effleure Dragon. Dans d'autres histoires, il y a toujours ce moment où le personnage arrive en fin de sa course, de sa résolution, mais il porte des valises d'un poids énorme.
C'est ce qui arrive à Héraclès, à Tirésias et prochainement dans d'autres aventures. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est la fatalité, le destin et l'ironie cynique des conteurs d'histoire. En l'occurrence, dans mes histoires, c'est pas moi, bien que, c'est les divinités grecques. C'est Yahvé dans Abel et Caïn. Ça peut être la science, ça peut être des hommes politiques aussi, des gens qui tirent les ficelles. Mais le sujet principal, c'est celui qui en est, entre guillemets, la victime, mais qui se révèle à travers ces étapes-là, aboutit, il trouve sa place. Donc les sujets d'histoire arrivent par accident, mais ils sont révélateurs de quelque chose. Non, c'est une adaptation. Mais je n'ai pas fait l'adaptation uniquement pour faire plaisir à David Cara, qui est un ami, mais c'est parce qu'en lisant le roman, j'ai pu trouver des moments où je pouvais m'identifier à ce qu'il racontait. Sinon, sinon ça aurait été vain, ça aurait été nul, ça aurait été un copier-coller. J'ai prévenu David Cara que j'allais le trahir, ce qui est normal, que j'allais couper les séquences, mais que j'allais essayer de mettre en avant certains aspects des personnages pour que le lecteur soit sensible à ces aspects-là. Donc là, je suis au service de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais j'essaye, tant que c'est possible, de conserver mon intégrité par rapport à son histoire. Non, parce que, enfin, oui, mais ce qu'il y a, le plus difficile pour moi, c'est de m'arrêter, de résumer l'histoire. Parce que très régulièrement, j'ai envie de raconter tout ce qui se passe, et je peux pas, parce que c'est en 3 tomes, il n'y en a qu'un. Donc là, en l'occurrence, le pitch de départ, un trader orgueilleux, vaniteux, commet un acte abominable en bagnole, un crime, et il vit une vie minable. Jusqu'au moment où lui tombe dessus un retour de son père qu'il n'a pas vu depuis des années, et que son père est mort, et va l'emmener par le biais d'indices dans une enquête où il va se retrouver confronté à une sorte de machination dans laquelle un consortium, une société multinationale, aurait orchestré la venue au pouvoir via les voies démocratiques d'un dictateur nommé Adolf Hitler, pour permettre à des recherches scientifiques de créer un surhomme. Qu'en est-il du résultat de ces recherches? C'est expliqué dans le 2e album. Qu'en est-il du personnage principal, le jeune trader? Il va lui-même, à travers ses épreuves, découvrir son humanité. Ouais, et il y en a une 3e que je ne peux pas vous révéler, parce qu'elle est souterraine. Il y a un coup de théâtre. Lisez le roman, vous serez très étonné. Ah non, je dis super histoire, tant mieux, je suis vachement content. Le travail de Xavier d'Horizon, j'aime beaucoup, et je serais incapable de faire ça. Par contre, je fais du western, par exemple, il fait Undertaker, moi je fais Chinaman avec Olivier Taduc, ce sont 2 approches différentes. Mais je suis pas dans ce registre-là. Et puis il y a des histoires super, je ferai jamais. Ah, Zai, qu'est-ce que c'est bien! On m'a mis ça dans les mains, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à la fin, ce qui était génial, c'est qu'on ferme le bouquin, il y a la musique dans la tête. Ça, c'est une réussite. Moi, j'adore être surpris, mais je n'ai pas, j'ai jamais eu cette sensation de dire ah, j'aurais pu le faire, ou j'aurais dû le faire, ou j'aurais fait autrement. Non, je prends l'histoire telle qu'elle est, racontée. Je peux être critique, mais le plus souvent, je dis si elle me plaît, je suis satisfait, ça me fait plaisir. Alan Moore, la clarté. Je ne sais pas s'il y en a. Il faudrait fouiller. Mais ça, pour moi, c'est un génie mathématicien du scénario, surtout sur Watchmen, V for Vendetta, et après je décroche. Sinon, il y a un autre scénariste, Goscinny, Greg, parce qu'ils m'ont biberonné, mais en même temps, ce que j'adore chez Goscinny,
c'est que, notamment dans certains Lucky Luke, surtout l'Empereur Smith, c'est qu'il traite sous couvert de dérision ou d'humour de sujets sérieux. Et ça, je trouve que c'est un savoir-faire très rare. Je peux pas. Parce que c'est une question que moi je me suis posée, est-ce qu'un jour je vais arrêter? Parce qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de doute profond, puis il y a des moments de... Ah, on se sent tellement bien, de certitude, de confiance en soi. Et puis il y a aussi l'âge, les générations, le public qui change. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si j'écris pas, si je suis pas dans si mon imaginaire ne fonctionne pas, je ne dirais pas que je m'ennuie, mais je me sens inutile. Et j'espère, sauf si Alzheimer me frappe, de son prénom Aloïs, mais j'espère bien continuer tant que c'est possible. Et parce que c'est une découverte. Je continue à découvrir à travers les histoires des thèmes que je travaille de façon différente. Ça va du grave au léger. Et ça, tant qu'on découvre un peu de soi dans son travail, c'est un plus. Donc, à la réponse à la question que vous m'avez proposée, si un jour je comptais m'arrêter, j'espère ne jamais m'arrêter. C'est trop important.